Bonjour à tous et bienvenue à l'avant-dernier rendez-vous de l'actualité de l'année 2021 qui portera sur la thématique suivante. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 dispense-t-il d'une loi grand âge? Alors un sujet effectivement d'actualité puisque vous le savez peut-être, le PLFSS est actuellement en cours d'élaboration, mais également un sujet que j'ai le plaisir de présenter avec ma fidèle camarade Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Et oui, c'est en effet un plaisir de vous retrouver, d'autant plus que nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous des membres de la direction de la sécurité sociale que nous saluons et que nous remercions pour leur présence. Mais alors Julie, peux-tu nous rappeler ce qu'est exactement un PLFSS ? Eh bien Aurélie, comme tout projet de loi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un texte émanant du gouvernement et adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis au vote du Parlement. Comme son nom l'indique, le projet de loi vient donc précéder l'adoption d'une loi, qui est en l'occurrence la loi de financement de la sécurité sociale, et c'est davantage cette loi qu'il convient de définir. Donc les LFSS ont été mises en place par la réforme Juppé, donc réforme constitutionnelle du 22 février 1996, et elles visent à maîtriser les dépenses sociales et de santé. Pour ce faire, elles vont donc venir fixer les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes. Du point de vue du calendrier, donc l'élaboration du PLFSS a débuté le 24 septembre par une présentation à la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs examens, Conseil d'État, Assemblée nationale, puis Sénat, et donc sa promulgation est prévue d'ici à la fin de l'année. Mais donc Aurélie, quel lien entre le PLFSS et la loi grand âge ? Eh bien Julie, c'est tout l'intérêt de notre sujet extrêmement vaste que nous tenterons d'aborder dans sa globalité, sans pouvoir toutefois aborder l'ensemble des détails techniques dans le temps imparti. Nous voulons d'ailleurs préciser que l'ensemble des propos tenus n'engage que Julie et moi-même. Pour revenir sur ce PLFSS peut se diviser en 3 parties. La première partie est la poursuite des réformes de transformation du système de santé. La deuxième partie concerne les réformes importantes qui ont été menées durant le quinquennat du gouvernement Macron. Et enfin, la troisième concerne notre sujet actuel, puisque c'est une nouvelle étape en faveur de l'autonomie. Autonomie, grand âge, dépendance, autant de termes qu'il convient ici de définir. Tout d'abord, l'OMS définit les personnes âgées comme les personnes qui ont plus de 60 ans. En revanche, le grand âge, pour les acteurs du secteur et les associations concernées, englobe les personnes qui ont plus de 80 ans. L'autonomie se définit comme la capacité d'assurer seul certains actes de la vie courante, sans altération des capacités physiques et ou psychiques. La dépendance est-elle une gradation de cette situation, puisque c'est une situation d'une personne atteinte d'une maladie invalidante ou incapacitante, d'une personne âgée ou d'une personne en situation de handicap, qui nécessite une prise en charge par des tierces personnes pour compenser son manque d'autonomie. Merci Aurélie pour ces précisions et définitions. Et donc, Jean Castex, lors de son discours du 23 septembre dernier, a en effet indiqué qu'il n'y aurait pas de loi grand âge et autonomie durant ce quinquennat, mais a en revanche annoncé donc des mesures gouvernementales prévues donc dans le PLFSS en faveur des personnes non autonomes. Mais alors Aurélie, peux-tu nous dire exactement ce qu'était cette loi grand âge ? Eh bien, cette loi grand âge devait faire suite aux lois ordinaires et organiques du 7 août 2020 qui ont créé la 5e branche de la sécurité sociale. Il vous est toutefois difficile d'indiquer de manière précise ce qui était convenu dans la loi puisque celle-ci n'a par définition pas été rendue publique. Toutefois, son contenu est déductible de différentes mesures telles que la concertation LIBO de mars 2019 ou encore le Ségur de la santé. Surtout, il convient de noter ici que la loi était très attendue pour les acteurs du secteur et pour les associations concernées. Et ce d'autant plus au regard de dégradation des comptes sociaux en 2020 et 2021 suite à la crise sanitaire. Par ailleurs, la loi devait répondre à 2 enjeux majeurs. Elle avait pour principe de réagir à ce qui a été perçu et vécu pendant la crise sanitaire, mais surtout d'anticiper l'apparition d'une société de longévité. D'accord. Et donc Aurélie, si tu disais tout à l'heure que le PLFSS semblait en effet constituer une nouvelle étape en faveur du soutien à l'autonomie, la question va donc être de savoir si cette nouvelle étape est suffisante. C'est bien ça ? Eh bien, effectivement, Julie, c'est bien cela. Face à tous les enjeux qui ont été rattachés à cette loi grand âge, l'intérêt est donc de savoir si le PLFSS 2022 dispense de cette loi. Autrement dit, s'il peut réellement avoir un impact global et transversal sur la prise en charge du grand âge.
C'est ainsi que nous verrons que si le PLFSS constitue en effet un outil au service de la prise en charge du grand âge, celui-ci n'enlève en revanche pas l'intérêt d'une loi aux fins d'élaboration d'une stratégie plus globale. Tout d'abord donc, force est de constater qu'effectivement, le PLFSS constitue bien un outil au service de la prise en charge du grand âge, puisqu'il permet de répondre à des enjeux majeurs au sujet des personnes âgées et s'inscrit dans la continuité de différents rapports qui ont pu être publiés récemment, sans pour autant, vous l'aurez compris, aboutir à l'élaboration de cette fameuse loi. Je vous parlais donc de différents enjeux qui sont à la fois démographiques, organisationnels, mais également financiers. Pour commencer donc par le commencement et les enjeux démographiques, nous allons donc vous rappeler quelques chiffres. En 2025, soit dans 4 ans, notre population comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000 en situation de perte d'autonomie. En 2050, soit dans 29 ans, les personnes de plus de 85 ans représenteront 4,8 millions de personnes, contre 1,5 à ce jour, et les personnes en perte d'autonomie seront au nombre de 2,2, alors qu'elles n'étaient seulement 1,3 en 2017. Or, si vous savez en effet que l'espérance de vie a eu tendance à augmenter, et ce de façon régulière depuis ces dernières années, tel n'est en revanche pas le cas de l'espérance de vie sans incapacité, qui, vous le savez, a tendance à stagner, et ce, à un niveau en deçà des pays européens les plus performants en la matière. Et oui, Julie, ces enjeux sont en effet importants, notamment si on regarde les chiffres de la crise Covid-19. Sommes-nous obligés de vous rappeler ici que 73% des victimes du coronavirus en France avaient 75 ans et plus? Par ailleurs, comme vous le savez, durant les premières semaines de la crise Covid, les personnes âgées décédées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement appelé EHPAD, n'ont pas fait partie des chiffres remontés de manière hebdomadaire dans l'actualité, ce qui pose la question de la perception et de la visibilité des personnes âgées dans notre société. Outre les enjeux donc démographiques et plus particulièrement liés à la crise que nous connaissons, les enjeux sont également liés au métier du grand âge. En effet, des rapports ont montré notamment que 63% des EHPAD ont des postes vacants depuis 6 mois et qu'il y a de manière générale, vous le savez, des difficultés de recrutement dans le secteur. Aussi, le rapport Ruffin a illustré finalement aujourd'hui la précarité de ce qu'on appelle les métiers du lien. Tout cela interroge donc sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé, mais donc par conséquent la qualité de prise en charge des personnes âgées. Enfin, vous le savez, les enjeux sont également importants côté financier pour les organismes de sécurité sociale. Comme nous le savons, la trajectoire de la branche vieillesse se dégrade avec le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Il devrait passer de 1,7 en 2019 à 1,3 en 2070. Cela interroge donc la soutenabilité de notre système. Par ailleurs, les enjeux sont également importants pour la branche maladie, puisqu'elle finance les soins liés aux personnes âgées dépendantes, et ce notamment en EHPAD, à savoir les frais médicaux de chaque résident. Or, comme nous le savons, plus on est dans une situation de dépendance, plus la consommation de soins et de biens médicaux est élevée. Enfin, on ne peut ne pas oublier les enjeux financiers de la 5e branche, dont les besoins sont importants et estimés à une dizaine de milliards d'euros. Comme je le disais donc, pour répondre à ces différents enjeux, un certain nombre de rapports ont d'ores et déjà été publiés. Donc, outre le rapport Libaud de mars 2019, que vous connaissez tous et qui émet de nombreuses propositions sur le grand âge et l'autonomie, de nombreux rapports, donc on ne va pas être exhaustif ici, mais sont venus pointer de manière très spécifique certains enjeux. Donc pour vous donner des illustrations, par exemple sur la question des métiers, on peut citer les rapports El Khomri, Laforcade, Ruffin ou encore bien sûr le Ségur de la santé. Sur la question du maintien à domicile, le rapport Piveteau, ou encore sur la question des discriminations à l'égard des personnes âgées, le rapport qui a été élaboré par la députée Madame Audrey Dufeu-Schubert. Et vous le savez, des évolutions sont également apparues pour les organismes de sécurité sociale. Nous l'avons déjà évoqué, la création récente de la 5e branche. Mais nous pouvons aborder, au-delà des prestations légales qui participent à la prise en charge des personnes âgées, les prestations extralégales des organismes de sécurité sociale qui se sont adaptés pour prendre en charge ces personnes. En témoignent les différents ateliers mis en place notamment par les CARSAT ou encore par le régime agricole, comme les ateliers nutrition ou les ateliers activités physiques adaptées, etc. Le PLFSS semble alors s'inscrire dans cette continuité en instaurant des mesures spécifiques à l'égard des personnes âgées.
Il permet notamment de répondre aux enjeux d'amélioration de la prise en charge, de renforcement de l'égalité de traitement et également, on le verra, il permet de répondre à certains enjeux financiers. Donc tout d'abord, sur la question de l'amélioration de la prise en charge, le PLFSS vient notamment instaurer une nouvelle mesure pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en les faisant devenir des centres de ressources territoriaux. Donc c'est une mission qui fonctionnera sur 2 niveaux. Ils auront dans un premier temps une mission d'appui aux professionnels du territoire, mais également une mission d'accompagnement renforcée pour certaines personnes âgées à domicile. Cette mesure fera intervenir majoritairement 3 acteurs, à savoir les agences régionales de santé, les conseils départementaux et la CNSA, les 2 premiers ayant un rôle de conventionnement et le dernier un rôle de financement. Aussi, Julie, toujours dans cette amélioration de la prise en charge, le PLFSS prévoit la création de 10 000 ETP de personnel soignant supplémentaires dans les EHPAD. Par ailleurs, il souhaite également renforcer le temps de médecins coordinateurs présents dans les structures, avec 2 jours à minima, ou encore l'obligation d'avoir une astreinte d'infirmière de nuit. Par ailleurs, plus récemment, l'Assemblée nationale a voté l'extension du champ d'application du congé proche aidant en revalorisant au niveau du SMIC. Merci Aurélie. Et outre donc l'enjeu d'amélioration de la prise en charge, le PLFSS, je vous le disais, va également permettre de répondre à l'enjeu d'égalité de traitement de toutes les personnes âgées partout sur les territoires. Pour ce faire, il vient mettre en place notamment un système d'information unique pour gérer l'allocation personnalisée à l'autonomie, système qui sera mis à disposition et financé par la CNSA pour les départements. Toujours donc dans cet enjeu d'équité territoriale, le PLFSS vient aussi mettre en place un tarif plancher pour les services à domicile, donc qui sera de 22 € par heure, ainsi qu'un complément à la qualité pour les interventions qui se feront à des heures tardives et dans des territoires plus reculés. En plus, le PLFSS prévoit d'uniformiser les services à domicile sous forme de SPASAD. Donc tout cela a fait que Brigitte Bourguignon a pu dire que l'État ne s'est jamais autant engagé pour le maintien à domicile. Enfin, le PLFSS tente de répondre à certains enjeux financiers. Tout d'abord, il fixe les objectifs de dépenses de la branche autonomie à 32,4 milliards d'euros. Par ailleurs, il augmente et complète les ressources de la CNSA avec une nouvelle recette de la CSG et une taxe portant sur l'ensemble des salaires. Enfin, le Sénat a adopté début novembre une contribution de 1% assise sur les revenus de capitaux mobiliers. Ces mesures sont donc intéressantes, d'autant plus qu'elles ont fait l'objet d'un avis favorable de toutes les caisses nationales de sécurité sociale. Emmanuel Macron, lors de son discours télévisé du 9 novembre 2021, a bien indiqué « Nous sommes en train, collectivement, en ce moment même, malgré la pandémie, de construire pas à pas un véritable service public de l'autonomie pour nos aînés. » Mais alors Julie, est-ce que ces mesures sont suffisantes ? Eh bien non, et nous arrivons donc à la seconde partie de notre présentation qui vise à démontrer l'intérêt d'une loi, car le PLFSS apparaîtrait finalement insuffisant pour répondre aux nombreux défis du grand âge. Il apparaît notamment être davantage un PLFSS pour l'autonomie, donc pour le maintien à domicile. Or, on sait aujourd'hui qu'il convient de prendre en compte donc, la thématique du vieillissement dans sa globalité, avec ce qui va être la question des droits positifs ou encore celle de la perception des personnes âgées dans la société. Plus encore, je le disais, c'est davantage un PLFSS pour l'autonomie, mais qui ne traite finalement pas vraiment de la question de la dépendance. Et force est de constater effectivement que sur les 62 articles du PLFSS, un seul traite des EHPAD. Le PLFSS omet d'ailleurs certaines problématiques qui sont spécifiques à la dépendance, telles que, vous le savez, les maladies neurodégénératives, la qualité de prise en charge en établissement, ainsi que la politique immobilière en EHPAD et en résidence autonomie. De manière générale, les associations du secteur et les acteurs du terrain dénoncent le manque d'ambition gouvernementale. Les différents articles de presse que vous voyez ici projetés devant vous font bien évidemment écho au défi autonomie qui s'est déroulé le 8 et 9 novembre 2021 à Saint-Étienne. Didier Sapie, directeur de la Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées, parle d'un marasme des professionnels de santé qui sont désabusés et en colère. Anna Belvec, directrice nationale des associations de directeurs d'établissements et services des personnes âgées, parle, elle, d'un couteau dans le dos. Enfin, Luc Broussy évoque un PLFSS 2022 sans ambition.
Il semblerait également que le PLFSS ne permette pas finalement de résoudre une problématique globale. Par problématique globale, il convient d'entendre le fait que la prise en charge des personnes âgées est certes importante, mais la prévention également, celle-ci permettant notamment de réduire l'écart entre espérance de vie sans incapacité et espérance de vie tout court. Aussi, le PLFSS ne répond pas à certaines problématiques telles que la problématique d'inéquité entre les professionnels de santé, et notamment du point de vue du remboursement des frais kilométriques, qui est pourtant à ce jour une problématique très inégale entre les professionnels. En outre, les objectifs de TP, donc, qui ont été annoncés précédemment par Aurélie, apparaissent finalement peu réalistes au regard des difficultés de recrutement que nous connaissons actuellement dans le secteur. Enfin, Julie, le PLFSS semble insuffisant d'un point de vue financier. En effet, vous le savez, l'équilibre entre les branches reste complexe à trouver. Malgré l'augmentation prévue des recettes de la CNSA, celles-ci ne permettront pas de couvrir l'ensemble des dépenses de la branche autonomie. Le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques annoncées, et c'est notamment lié à l'extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé pour les personnes en situation de handicap, ou encore la mesure du tarif plancher, évoquée précédemment par Julie, qui augmente les dépenses de 4,6%. Un enjeu particulier se pose donc dans l'articulation entre la branche maladie et la branche autonomie. S'il est possible de constater des moindres dépenses pour l'assurance maladie, c'est en partie parce que les missions sont reprises par la branche autonomie. Toutefois, certaines mesures restent partagées entre les deux branches, comme le Ségur de la santé. Cela interroge donc la soutenabilité de notre système dans son entièreté, surtout lorsqu'on constate que la branche maladie a été particulièrement impactée par la crise sanitaire et l'est encore à ce jour. Elle se voit par ailleurs privée d'une partie de ses ressources. La CSG, qui représentait 45% des recettes totales de la branche maladie, ne représentera plus que 25% de celle-ci. La CSG permet en effet, et vous le savez, de financer depuis 2018 une partie de l'assurance chômage, mais représente aujourd'hui un financement important pour la branche autonomie. En conséquence, si la branche autonomie devient équilibrée pour un temps donné, l'autre branche, soit la branche maladie, sera elle structurellement déficitaire jusqu'en 2025 à hauteur de 15 milliards d'euros. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Et donc, compte tenu de ces quelques insuffisances à la fois de contenu et de financement, vous l'aurez compris, la nécessité d'une loi se confirme donc aux fins de mise en place d'une stratégie de longue durée et d'anticipation, et donc notamment pour, on le disait, anticiper l'apparition d'une société de longévité. Il faudrait en effet une loi pour tout d'abord faciliter la gouvernance et la coordination entre les acteurs. La politique à ce jour est en effet éparse puisque de manière non exhaustive, départements, villes, associations, organismes de sécurité sociale, silver economy, tous ces acteurs participent finalement à la prise en charge des personnes âgées. Une loi pourrait donc permettre de venir clarifier le rôle de chacun, autrement dit, qui fait quoi et qui finance. On pourrait notamment, au sujet des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, les renforcer et notamment réfléchir à intégrer de nouveaux axes pour celles-ci, tels que la lutte contre l'isolement. Il conviendrait également de faire en sorte que leurs actions soient finalement mieux évaluées. Enfin, une loi pourrait permettre de renforcer la qualité de prise en charge des personnes âgées, notamment en établissement, en définissant une politique du logement claire, simple et adaptée. Elle permettrait de poursuivre les efforts déjà menés en ce sens, notamment par les organismes de sécurité sociale et leurs partenaires, en témoigne la thématique de l'habitat inclusif. La loi pourrait ainsi venir établir un parcours unique des personnes âgées en fonction de leurs besoins. Enfin, une loi pourrait permettre d'améliorer la perception des personnes âgées dans la société. Car, comme le disait Audrey Dufeu-Schubert, précédemment citée, au-delà des positions des pouvoirs publics, la réflexion sur le grand âge doit nourrir en profondeur la société. Il faut ainsi que la loi porte des changements qui sont aujourd'hui impulsés par des associations ou des labels tels que Réseau Ville Amie des Aînés, qui tentent, en collaboration avec les villes, de créer des lieux plus inclusifs. À titre d'illustration, la ville de Rennes a mis en place dans les cinémas une signalétique fluorescente afin de permettre aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer de pouvoir se repérer plus facilement. Et oui, Julie, et une vision plus positive des personnes âgées pourrait également permettre de renforcer l'attractivité des métiers du grand âge.
Sur cette question, la loi peut également impulser un véritable changement culturel et sociétal avec la reconnaissance de labels comme Humanitude ou encore Carpe Diem, modèle développé au Canada sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'approche Carpe Diem est centrée sur la personne et mise sur la confiance entre l'aidant et l'aidé. Concrètement, l'organisation de la vie s'articule autour du respect du rythme de chacun, donc plus individualisé que le système que nous connaissons actuellement, et renforce la cohésion nécessaire à une vie en collectivité. Les personnes participent donc activement à la vie en collectivité, ce qui permet de conserver non seulement un sentiment d'utilité, mais également de réduire l'isolement social. Des expérimentations sont en cours à ce sujet en Isère et plus particulièrement à Crolles. Une loi permettrait donc de réfléchir à d'autres modèles de prise en charge que ceux que nous connaissons actuellement. Pour conclure, nous avons donc vu que le PLFSS permettait de prolonger les diverses mesures déjà mises en place sur le grand âge, mais qu'il ne permettait donc pas de répondre à un enjeu global. De fait, à la question « Le PLFSS 2022 dispense-t-il d'une loi grand âge ?», nous répondrons en effet que non, il n'est pas possible de parler de dispense. En effet, Julie, nous rejoignons la position des acteurs concernés sur le sujet, car une loi du grand âge nous paraît à l'heure actuelle indispensable pour harmoniser, anticiper, prévenir et faire face aux enjeux de demain. Cette thématique devrait donc, au regard des enjeux évoqués par Julie, constituer un sujet de débat important pour les élections présidentielles à venir. Merci à tous pour votre attention.